commencer avec la première question. Quel est l'objectif de Zola? Quel objectif se fixe-t-il avec le cycle de Rougon-Macquart? Alors, l'objectif de Zola au départ était un objectif pas calculé. Il a commencé à écrire et il s'est rendu compte très rapidement qu'il entrait dans une période de changement dans l'écriture et dans la peinture. Zola il est le découvreur d'une peinture déjà qui est l'impressionnisme, pour avoir écrit pour Monsieur Édouard Manet. Et d'autre part, il s'est rendu compte à la fin des années 60 et au tout début des années 70, quand encore il n'est personne, qu'il y a un nouveau mouvement d'écriture. C'est plus seulement le réalisme, mais c'est quelque chose de plus fort. C'est un réalisme scientifique, c'est-à-dire le naturalisme. Mieux encore, Zola veut dire la vérité quoi qu'il en pense. C'est ça, la vérité d'une société. Et c'est de là qu'il va partir d'un grand projet, qui est cette grande saga dans Les Rougon-Macquart. 20 volumes en l'espace de 20 ans. Chaque volume deviendra un succès. Le premier grand succès dans cette série, c'est L'Assommoir, 1876, et ce roman va lui permettre de sortir vraiment de l'anonymat. À partir de là, et jusqu'au dernier, de cette grande saga, les Rougon-Macquart, c'est pratiquement l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire, les Rougon-Macquart. Les Rougon, on dirait, ce sont les fortunés, ceux qui ont eu de la chance. Et les Macquart, ce sont les pauvres, les pauvrets, les malheureux. Et il va affronter tous les pans, toutes les situations de la société. Ça va et là j'ai la collection, tu vois, toute la collection complète, ça va du thème de la prostitution par nana. Alors le thème de la prostitution par nana, c'est pas un thème nouveau pour lui, parce qu'il avait fréquenté une prostituée qui s'appelait Berthe, quand il était encore personne en 1866, il avait 26 ans, il voulait la sortir de cette condition de la misère de la prostitution. Il n'y est pas arrivé parce qu'il n'avait pas d'argent pour pouvoir racheter la propriété de cette femme qui travaillait dans des bordels. Et de là, ça va lui permettre de prendre considération de la misère sociale qu'il a vécue sur sa propre peau, à partir de 1861, quand il a 21 ans. Il ne faut pas oublier que Zola vit une situation un peu particulière parce que c'est quand même le fils d'un Italien. Il n'est pas français quand il commence à prendre conscience de ça. Il est italien, de par son père, Francesco Zola, ingénieur hydraulique, qui a d'ailleurs en partie élaboré le canal de Provence. Après la mort de son père, lui il a que 7 ans, la famille Zola va tomber dans la misère. Sa femme, Émilie, la maman de Zola, va tout perdre à Aix-en-Provence. Ils vont monter ensemble à Paris. En 1870, il va préparer son baccalauréat, comme vous êtes en train de le faire, et va l'échouer. Et de là, il va commencer à travailler, à vivre sa bohème. La bohème, voilà, sa bohème. Il va vivre dans la misère, dans la faim même. Il y a des fois où Zola, il s'est limité à manger un petit morceau de pain avec un peu d'eau. Donc, il a vécu la misère sur sa propre peau, la condition. C'est là qu'il va commencer à prendre conscience qu'il faut raconter le vrai, l'authentique, la vérité dans la vérité. Ça, c'est le grand sujet de Zola. C'est pour ça qu'il écrit d'une manière crue, dure. Ce qu'il voit, il le dit. Mais ce qu'il voit, ça veut dire aller sur place, parler avec eux. C'est un travail de journaliste d'enquête. Il a créé, d'une certaine manière, le journalisme investigatif, sur place. Non pas en restant chez lui, en écrivant selon son imagination, ou son intuition, ou même selon ses inspirations, comme beaucoup d'autres écrivains l'avaient fait. Lui, il écrit de manière précise, de manière presque méthodologique, scientifique. Il utilise d'ailleurs le procédé des hommes de science de cette période-là. Parce que la science se développe la science au sens large du terme, elle se développe entre 1850 et 1900. C'est la période durant laquelle M. Zola récupère la méthodologie scientifique, en particulier dans des disciplines nouvelles qui à l'époque n'étaient pas encore vraiment considérées, qui sont la psychanalyse, la psychiatrie, la psychologie. Il n'en est pas l'inventeur parce qu'il avait compris que Balzac, son prédécesseur, et bien sûr Flaubert, avaient cette dimension d'analyse, d'introspection psychologique. Mais la grande différence, c'est que Balzac
Zola voit les choses sur place. Par exemple, prenons un exemple tout bête, quand il écrit Germinal, il affronte le thème des mineurs, la mine, le charbon. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va dans les mines de charbon, il descend à 600 mètres de profondeur avec les mineurs pour voir comment ils taillent dans la pierre, comment ils peuvent extraire la houille, ça s'appelle la houille, le charbon, la pierre noire. Il vit avec eux leur quotidien professionnel et également familial, parce qu'il va aller dans les maisons de ces mineurs, où ils sont dans des petites cabanes à 15 dedans. Il va vivre sur ça et il va pouvoir le raconter. Il va écouter beaucoup de la manière dont il parle. Il ne peut pas t'écrire des choses dites par un mineur avec de belles phrases à la Voltaire. Et non, il est obligé d'utiliser l'argot, les patois, le français très très populaire, les vilains mots, tout pour être crédible dans son récit, dans sa narration. C'est ça, Zola. Donc Zola, c'est sa vie qui l'a amené à ça. C'est sa propre vie entre ses 21 ans et ses 32-33 ans, ces 10 années-là, Zola a vécu l'intensité du réel, du quotidien dans la réalité. C'est là qu'il va parler d'un réalisme naturaliste. Alors c'est vrai qu'il y avait d'autres écrivains dans le giron réaliste, comme les frères Goncourt, Eugène, Edmond et Jules Goncourt, comme également on peut signaler ce même grand maître, Flaubert. Mais la différence, c'est que Zola affronte les sujets les plus épineux, les sujets dont on ne veut pas parler, qui pèsent dans les consciences. Zola va te raconter, par exemple, la défaite de 1870, la défaite militaire, dans quel livre? La débâcle. Il n'a pas peur d'affronter des sujets qui font mal, qui gênent, excuse-moi l'expression, qui emmerdent. Et au moment de Zola dresse un portrait de ce chanté de la réalité française du 19e siècle. Alors, une réalité française, oui, en pleine société de révolution industrielle, certainement, mais qui est encore aujourd'hui applicable. Nous vivons en ce moment ce qu'on appelle la mondialisation. Il y a des changements, on parle du changement climatique, qui me laisse un peu perplexe, mais il y a des changements de comportements sociaux et de politique commerciale économique en ce moment, qui font qu'il y a eu de nouvelles formes d'esclavage. Zola, à son niveau, dans sa période, racontait ce que les autres, je ne dis pas évitaient, mais n'aimaient pas raconter. Parce que Zola affronte tous les secteurs, il n'épargne personne, la classe politique corrompue. Son Excellence Eugène Rougon, son Excellence, là, il affronte un personnage dans la vie politique. Corruption, concussion, tous les thèmes qui tournent. Aujourd'hui, c'est la même chose, rien n'a changé. C'est la période qui change, mais les comportements humains restent les mêmes. Voilà, ça c'est ça Zola. C'est le plus grand, c'est l'œil profond d'un narrateur qui enquête, d'un enquêteur. Et quelle réalité Zola représente-t-il et décrit-il dans l'Assommoir? J'ai pas compris. Quelle réalité Zola représente-t-il et décrit-il dans l'Assommoir? L'Assommoir, c'est le drame. Alors, c'est le drame de la misère, mais c'est avant tout pourquoi, dans ces bas-fonds de la société, pourquoi les ouvriers n'arrivent pas à sortir de leurs conditions. Parce que selon Zola, c'est presque génétique. Si tu es né d'un père qui était déjà ouvrier, d'un grand-père qui l'était lui-même, tu n'as aucune possibilité, même s'il y a aujourd'hui la République ou dans ce temps-là, le Second Empire, la possibilité de sortir du rang et de te faire une carrière. Zola est un des rares qui soit sorti. Et il se pose la question. Parce que tu es comme dans des castes, dans des carcans. Ces gens-là, le grand thème de l'Assommoir, c'est l'analyse d'un mal. Ce mal, c'est la drogue du moment. Et quelle est la drogue? L'alcoolisme. Ces gens-là trouvent l'Assommoir. Que veut dire l'Assommoir? Que veut dire assommer en français? Tu prends un coup de... Et tu es une tonti, en italien, une tonti avec quoi de coup, non? Avec un bateau. Tu es assommé. Et qu'est-ce qui t'assomme ici? C'est l'alambic. Ils vont tous dans ce bistrot. Il fallait pour boire. Et pourquoi ils boivent? Pour oublier. Et oublier quoi? Le travail, les conditions de travail, l'injustice, exactement. Non? Alors que les riches, eux, ils passent
Un Baudelaire, tranquillement, ne s'inquiète pas, lui, il passe par la fleur de pavot papavel. Et donc, les Léolina, parce qu'ils peuvent se la permettre, eux, leur forme de drogue, ils ne peuvent pas toucher à des drogues, à des stupéfiants qui coûtent trop cher. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de prendre Le débit. à 90 à 95 degrés. Et qui les amène à la tombe. C'est ça, l'assommoir. Non, l'assommoir, c'est une dénonciation d'une condition morale, sociale, éthico-morale d'une société qui reste dans les bas-fonds, où la possibilité de l'ascenseur social n'est qu'un mirage. Quelques rares fois, c'est possible, mais c'est une infime minorité. Pour nous dire que ne fait que régner l'injustice sociale. Voilà, ça c'est le grand sujet de l'assommoir. À travers cette histoire, mais indépendamment de l'histoire, le sujet de fond c'est ça. Alors c'est sûr que quand les bonnes consciences de la haute bourgeoisie, de la bonne bourgeoisie, de l'aristocratie, voient ça, ils disent mais tu nous écris des crachats là, tu es un cochon, là, tu dis des choses qui... Mais tu as inventé, c'est pas, on ne veut pas voir ce qui fait mal, non? J'aime les consciences. Les consciences qui sont tranquilles, qui vont le dimanche à la messe tranquillement, et qui ont sous leurs yeux la condition sociale de misère. Et Zola, en cela, amène un futur parti, qui sont les socialistes. Le parti ouvrier, c'est la première internationale ouvrière, qui est fondée à Londres, et puis qui se trouvera après à Bruxelles. C'est la section française de l'internationale ouvrière, la SFIO, dont le meilleur représentant est Jean Jaurès, qui est professeur de philosophie et qui va combattre pour les droits sociaux. La reconnaissance d'avoir un jour de repos, la reconnaissance d'être reconnu quand tu te fais mal, avoir des indemnités, tout ça, ça n'existe pas, tu te fais mal. C'est un peu plus. Voilà. Donc, c'est la misère au sens énorme, à 360 degrés. Voilà le premier. Balzac l'avait un peu affronté, mais pas de cette manière aussi virulente et aussi cruelle. Voilà. Avec un thème derrière, le fatalisme. Le fatalisme. Balzac est profondément pessimiste. Il ne voit pas de sortie. On avait des sujets. Même si tu le dis, tu le répètes, etc. Il voit également dans une classe politique bourgeoise qui, soi-disant, défend les intérêts de ces pauvres gens, un embourgeoisement de leurs idées. Quand une fois que tu es élu, bon, bah, t'as ta place, t'es tranquille. De temps en temps, tu fais quelques meetings politiques, mais en vérité, tu t'inquiètes pas vraiment Donc les premières, comment dirais-je, les premiers progrès sociaux qui défendent les conditions de vie ouvrière en France, elles sont tardives. Elles n'appartiennent pas à Zola. Zola est déjà mort depuis plus de 34 ans. 1936, le Front populaire. Voici donc les premières lois qui protègent les travailleurs en France. Je dois dire, ce qui est intéressant de voir, et c'est pas seulement la France qui se trouve dans cette situation, l'Angleterre, le Royaume-Uni, la très riche Angleterre, les États-Unis, cette misère est racontée par Steinbeck après la crise de 1929. Les Anglais ne sont pas mieux lotis. Incroyablement, et ça faut quand même le dire, ce sont des dictatures qui vont s'intéresser à ces masses. Une est née en Italie, comme tu le sais, en 22, il y a 100 ans. D'ailleurs, les premières lois sociales en Europe, c'est celui qui est né à Prédacle, qui les a faites. En Allemagne, Hitler, d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il appelle le national-socialisme, donc fondant sa force sur la masse ouvrière et outre-Rhin, bien plus loin que le Rhin, outre-Oder, en Union soviétique, Staline. Donc ce sont les dictatures qui vont s'intéresser particulièrement au monde ouvrier, ce qui est paradoxal, alors que les soi-disant démocraties avaient déjeté pratiquement à Baville, avaient négligé une réalité qui faisait la force économique de ces nations dites démocratiques. C'est un peu le paradoxe. Donc 1936, il faut attendre 1936 et 1945, après-guerre, le général de Gaulle, pour introduire une loi qui est un décret de loi, novembre 1945, pour te donner une idée, qui est un peu dans les projets de Zola, bien avant, bien sûr, c'est-à-dire la garantie sociale du monde du travail. En France, ça s'appelle la sécurité sociale. En Italie, l'Institut national de la prévoyance sociale, qui est né en 1934, et en France en 1945. Donc, Zola est un
Oui, c'est un visionnaire avant tout. Il est clairvoyant, il voit qu'il y a une réalité. Cette force économique, industrielle, les différents mouvements, les différentes phases de la révolution industrielle, elle s'est faite avec la sueur et le sang des gens qui travaillaient, pas 8 heures par jour, ni 9 heures, ni 10 heures, mais si tout allait bien, 13 à 14 heures au-delà. 13, 14, 15, 16 heures par jour. La condition des enfants qui travaillent. Donc, Non. quelles sont les valeurs que Zola défend dans ce scénario? La dignité humaine. Questo è il punto. La dignité humaine. L'individu. Ça, c'est la première chose. La dignité humaine. Quelle qu'elle soit. Voilà. La dignité humaine. Et donc, pourquoi, par exemple, Zola décide de s'engager pour défendre, par exemple, Dreyfus avec l'affaire Dreyfus, et quel est son but en écrivant l'affaire de Dreyfus? Alors, là, il faut quand même faire une petite prémisse, hein, donc, une petite introduction. L'affaire Dreyfus, qui a été mon grand cheval de bataille, mon grand dada. L'affaire Dreyfus, nous avons traité plusieurs fois avec des étudiants, des séminaires là-dessus, Elisabeth, il me semble, avec les étudiants, les lycéens, et pas seulement des universitaires, ici, dans l'Institut français, dans l'auditorium de l'Institut français. L'affaire Dreyfus commence en octobre 1894. Okay. Octobre 1894, le capitaine Alfred Dreyfus est convoqué pour s'expliquer sur des documents transmis. Le bordereau. Le petit bleu, le bordereau, le petit bleu. Il est accusé par l'autorité militaire de l'époque. Et, octobre 1994, l'instruction menée tambour battant, café 4-8. Et en décembre, au 22 décembre 1894, il est condamné à la cour martiale, par la cour martiale, le conseil de guerre, donc il est tenu responsable d'avoir trahi pour une autre puissance étrangère, qui est en l'occurrence l'Empire allemand, à l'attaché militaire d'Allemagne, des documents confidentiels d'artillerie, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc, il est condamné en 1980 et au mois de janvier 1995, il est dégradé dans la cour d'honneur des invalides, dans l'école militaire des invalides, où il y a d'abord une journée au moins, dans cette cour, il est humilié, etc., devant tous ses compagnons de promotion, enfin, et condamné à la déportation ad vitam dans l'île du Diable. L'île du Diable est une colonie pénale militaire en face de Cayenne. Tout le monde est d'accord, personne n'a rien dit, il se retrouve le pauvre envoyé, expédié, il a tout perdu, nous, dans des conditions de détention impossibles. Et cette affaire, personne ne s'est posé le problème de dire il est innocent, pas innocent. Tout le monde était convaincu. En France, on n'avait pas motif de croire que le conseil de guerre, le tribunal militaire, puisse dire des mensonges. Passe toute l'année 95, passe toute l'année 1896. Zola en profite d'ailleurs pour faire des voyages à droite à gauche, en Italie. Il est convaincu que tous les gens disent bah oui, il est coupable, hein. Bon. Et au mois de novembre 1897, il commence à avoir des papiers par l'intermédiaire du vice-président du Sénat et de la part de la femme d'Alfred Dreyfus, convaincue de l'innocence de son mari, il faut comprendre, voilà, c'est une affaire qui a été complètement manipulée. Et c'est là que Zola en a insisté aussi. Quand il a vu les papiers, il a confronté, il a d'autres noms, les frères et Zola entre dans la mêlée. Non, toute la vérité, rien que la vérité en marche, c'est le grand sujet. Et en janvier 1898, il va voir les copains, les amis. Et les amis, c'est l'Aurore, le journal. L'Aurore, et surtout Georges Clemenceau, qui n'est pas encore le grand politicien de l'époque, il est rédacteur en chef du journal, l'Aurore. Pas de bêtises, nous devrions avoir ici, voilà, on va sortir du du cylindre, hein, voilà, non. Lettre au président de la République par Émile Zola, ou 6 colonnes, voilà, et tout y est. Le directeur Ernest Vaughan, à l'époque, tout content, il a écrit ça. Comment on va appeler ça? J'accuse probablement. C'est une attaque terrifiante.
tout le système juridique, administratif, institutionnel, présidentiel, militaire surtout, non, où Zola dit point par point quelles sont les vérités. Et il dit à la fin, il me semble, Monsieur le Président, il dit à la fin, Monsieur le Président, je sais que je me mets, etc. Voilà, hein, je sais, et il finit, mais cette lettre est longue, Monsieur le Président, et il est temps de conclure. Veuillez, alors il dit encore, je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, de la vérité, au nom de l'humanité qui attend ce cœur et qui a droit à coup d'honneur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. On ose donc me traduire en cour d'assises. On compte à la cour d'assises. Non, pour diffamation, clairement, et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends, Monsieur le Président. Veuillez agréer, Monsieur le Président de l'assurance de mon profond respect et des donc, cette longue lettre j'accuse va relancer, parce que pourquoi il fait ça? Pour relancer le procès, pour arriver à la révision du procès de décembre 1880. Et où est le capitaine? N'est plus capitaine. Le déporté, le condamné, le bagnard, le forçat, Alfred Dreyfus. Il est toujours dans le du diable. Donc Zola se lance dans cette affaire. Il attaque un président qui est lui-même, n'est-ce pas, Elisabeth, fortement compromis. Qui est ce président de la République? À qui elle est adressée? Il a bien un nom. C'est pas Emmanuel Macron, c'est pas le général de Gaulle, c'est pas M. Pompidou, ce n'est pas Valéry Giscard d'Estaing, ce n'est pas François Mitterrand, ce n'est pas Jacques Chirac ou M. Sarkozy, c'est tout simplement Félix Faure, le président. Félix Faure est loin d'être un saint. D'ailleurs, c'est le président qu'on a retrouvé. Comment on l'a retrouvé, Félix Faure? Tu vois, c'est pire que l'affaire Levinsky. Capote avec sa prostituée à l'Élysée. Et sa femme attendait. Alors, elle faisait antichambre. Officiellement, le président était là pour affronter l'affaire Dreyfus. Il était avec sa maîtresse. Donc Félix Faure, c'est tout sauf un président. Bon, ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que tout simplement, Zola se met maintenant une grande partie de l'opinion publique, civile et militaire, contre lui. Et c'est de là qu'on commence à lui dire, l'Italien va retrouver ton droit, Humbert, tu défends le juif, tu es un traître. Et il y a des caricatures infinies de Zola, le représentant mangeant des spaghettis, on lui a rappelé son origine. Ça va faire très mal, comme l'autre en disant c'est un juif, mes pères. Donc il y a un racisme de fond qui se crée autour de lui, plusieurs tentatives de l'éliminer, plusieurs menaces de mort, etc. La dernière sera la bonne, puisqu'il est mort, on l'a retrouvé mort, asphyxié dans son appartement le 30 septembre 1902. Non, et l'affaire est encore en vie. Donc Zola s'est lancé dans une affaire parce qu'il a vu que la vérité était pratiquement cachée. Voilà. Donc Zola, ça a été vraiment l'homme téméraire, courageux, au prix de sa mort. Il le sait. Il sera condamné, le sait. Hein. Il est même obligé, alors, en janvier, donc il y a cette lettre, en février, il passe aux assises, il est condamné à 1 an de prison, d'une amende, il perd toute sa dignité morale, citoyenne, on lui enlève la Légion d'honneur, enfin tout quoi. Et sa femme d'ailleurs, donc il est prêt à se constituer, et sa femme dit non, mon père Mimile, sa femme, Mimile, c'était qui sa femme? Alexandrine. Voilà, un amour depuis toujours. Alexandrine, sa femme, une ancienne couturière, une lavandière pour le président. Il lui prépare le journal L'Europe, il met son pyjama là-dedans, il va à la gare du Nord, exil en Angleterre. Non, c'est Zola, le maître de Master Zola, les Anglais sont tout contents, ils n'ont pas gagné le droit. Et pas un rond, parce que c'est quand même une star. Hein. Il vit à Trafalgar Square, non, il est payé, enfin, les Anglais sont contents de voir les Français, ils sont divisés. Ah oui, hein, tu penses bien. Et il reviendra 1 an plus tard. Mais ceci pour dire quand même que cette affaire a démontré combien Zola tenait à une vérité plus que juif. C'est pas ça la question. La question c'était la vérité. Et Zola est contraire à tous ces systèmes qui tentent pratiquement de cacher la vérité. Quoi qu'il en coûte. Voilà. J'ai répondu à la question. Et pourquoi doit-il se défendre dans sa préface de l'Assommoir? Qu'est-ce qu'il dit dans cette préface? Je n'ai pas compris la question. Non. Pas compris la question. Dans l'Assommoir? Dans l'Assommoir. Préface de l'Assommoir. Dans la préface de l'Assommoir. On change de... Ouais. Oui, parce que là, je ne suis pas en train de parler.
sommaire de toute la collection. Non. Dans la préface, il se doit défendre, on peut dire. Qu'est-ce qu'il dit dans cette préface? Bah, la préface, c'est alors, le grand sujet ici. Hein, quoi, je lis là, Assommoir, cabaret où les consommateurs s'assomment d'alcool. Donc le grand thème, c'est quoi? C'est assomme d'alcool. Qu'est-ce que veut dire s'assommer d'alcool? Non? Pratiquement, ça veut dire se suicider, quoi. Ça somme d'alcool, instrument qui sert à assommer. Non? Il y a ces figures qui privilégient Gervaise, etc. Mais indépendamment de la figure, le grand sujet, c'est, je l'ai dit, hein, le grand sujet, c'est quel est le drame social, non, qui touche le monde ouvrier, celui des travailleurs, c'est l'alcoolisme, qui est une plaie napiata, c'est une plaie morale, éthico-morale, sociale, économique, qui fait que ces gens-là n'ont plus la capacité de réfléchir, de dire, ben, essayons de retrouver un peu d'orgueil pour sortir de cette situation. Ces gens-là sont annihilés. Voilà, c'est ça le projet. Indépendamment de l'histoire, il utilise cette histoire pour mettre en valeur. Voilà, nous avons en France 7 millions de gens qui sont dans cette condition. Que pouvons-nous faire? Il demande à l'État d'être providentiel, d'être un État social, d'aider les personnes, d'intervenir pour faire sortir ces gens-là de leurs conditions d'anéantissement. L'anéantissement et la perte de la dignité humaine. Pour arriver les situations de travail des ouvriers. Enfin, bien sûr, alors, par la même occasion, l'Assommoir est une illustration du quotidien, non, de ces gens-là, évidemment. Et de dire, bah alors, que fait le ministère du Travail? Que font les syndicats? Ils dorment sur pied, non? Y a-t-il un jour ou non la possibilité de donner un minimum d'instruction à ces enfants? Quand le livre est sorti en 1876, l'instruction n'est pas obligatoire en France. L'instruction n'est pas obligatoire en France pour les enfants. Encore moins pour le monde ouvrier, mais il faut attendre 1881 en France. C'est la politique française. Bien sûr. Comme de dire, quand tu es né dans ce carcan, dans cette place, non Liège, tu n'en sortiras pas. Ce fatalisme, ton grand-père l'était, ton arrière-grand-père, ça se transmet pratiquement génétiquement. Tu es dans ces conditions et qui restera. Comme une maladie c'est ça, incurable. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous me suivez. Et ça va quand même permettre à certains députés comme un Jules Ferry, qui deviendra ministre des colonies, mais avant ministre de l'instruction publique, à lancer des lois qui obligent les Français, non, comment dirais-je, à alphabétiser les enfants. Non. Alors en France, il faut dire là encore, les Italiens sont marrants parce que vous avez des lois sur l'instruction qui dépendent de règne Sardo, sous Charles Albert. Les Italiens ont déjà des lois d'obligation qui seront appliquées da Piemonte au royaume d'Italie una volta unificato, que nous n'avions pas en France. L'État prend en charge l'alphabétisation. Aujourd'hui, j'ai mal à la non. Pour l'époque, et encore aujourd'hui, hein, il y a des pays où il faut savoir qu'il y a plus quand même de 60 millions d'analphabètes dans le monde. Hein. Et quand tu es dans l'ignorance, tu ne comprends rien. Tu ne te rends même pas compte du mal. Tu dis, attends, pourquoi l'autre te dit potable, pas potable, tout l'avait vu? Et tu tombes malade. Tu sais, j'ai rencontré un jour un missionnaire blanc italien qui m'a posé ces questions. Tu sais, donc, quel est le plus grand mal de l'homme? Je dis, non, je ne sais pas, mon père. Je vais aller de quoi. Je dis, voilà, ça. Parce que tu ne sais pas évaluer le danger et les conséquences de ce danger. Quand tu es complètement, tu ne sais pas. Et il avait raison, ce curé, là, ce missionnaire, qui a travaillé essentiellement dans l'Afrique subsaharienne. Les gens qui ne savent pas, ils ne savent rien. Mais à leurs dépens, ils vont mourir. Et ça, c'est l'un des grands thèmes de ça. En toile de fond, c'est instruire gratuitement, de donner la possibilité donc, aux classes les plus défavorisées de sortir de leur carcan. Qu'est-ce que c'est que le carcan? Le carcan est questa cosa che i condannati portarono, la mogna, no? Sur leur épaule. Et non, même si tu ne sors, tu es là et tu resteras. Ça va suffire. Alors maintenant, on va vous poser une question assez particulière parce que on aimerait savoir, je te laisse lire. Madame, vous après, et je après ça.
des femmes face à face, de laquelle vous sentez-vous les plus près et pourquoi? Alors, personnellement, Gervaise. Mais quand même, la figure de Madame Bovary est quand même, de la part de Flaubert, qui dit je suis Madame Bovary. Il y a une transposition. Hein. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on risque de rester 1 heure, mais Madame Bovary est Eva Schlesinger. L'amour impossible d'un jeune Gustave Flaubert. Indépendamment de ça, pourquoi? Parce que tout simplement, Flaubert, il a voulu faire voir que, comme l'homme est capable de pécher, la différence, c'est qu'elles ne sont pas dans les mêmes considérations.